Bonjour. Moi, c'est Clément Jacquelin. On m'a demandé toute la journée si j'étais stressé. Ça allait. Maintenant, ça va moins. Parce que vous êtes plein et que moi, je suis tout seul. Moi, si vous êtes allé voir sur Meetup, mon profil il dit que je suis front-end développeur chez Urplan. Et ben, ça commence bien, mais c'est pas vrai. Mes profils sont pas mis à jour. Moi, je suis plutôt UI designer chez 365 Talents. 365 Talents, c'est une start-up lyonnaise. On s'amuse beaucoup là-bas, c'est très bien. C'est vraiment une super boîte. Je dis pas ça parce que mon boss est ici. Je vais commencer par prendre la définition d'optimisme que j'ai trouvée sur Internet. J'ai pris celle qui m'a arrangé le plus, il y en avait pas mal, mais celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus. L'optimisme, c'est un sentiment de confiance dans l'issue d'une situation qui prévoit quelque chose de favorable, qui prévoit le meilleur. Ça, c'est le site de Malte. Malte, notre sponsor ce soir, c'est bien fait, c'est le hasard. Malte, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle on peut trouver son freelance si on a un projet pro ou perso. Il y a une liste de freelance. Moi, je suis dessus, vous pouvez me trouver dessus, mais ce n'est pas le but du meetup. On peut trouver son freelance et du coup, on peut imaginer en entendant Optimistic UI que quand on va sur Malte, et si Malte est Optimistic UI, on pourrait imaginer qu'on tomberait sur ça, sans rien faire. Et là, le site est optimiste, donc il propose le meilleur, il propose une situation dans laquelle ils se sentent bien, et hop, on y va, t'as besoin de Clément pour ton projet. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'Optimistic UI, ça, c'est peut-être un tour de magie, mais c'est pas du tout ça. L'Optimistic UI, c'est plutôt quelque chose comme ça. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est le like de Twitter. Ce qui se passe ici, c'est quand on clique sur le cœur, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps de chargement. Le changement d'état, il est instantané. Il est instantané. Ça, c'est l'Optimistic UI, c'est-à-dire. Avant, ça marchait comme ça. Avant, on cliquait sur un bouton. Le bouton, il passait à l'état désactivé. Il y avait une requête qui était envoyée au serveur. Le serveur, il prenait le temps qu'il voulait et répondait à la page. Et ensuite, la page a été rechargée et on affichait le nouvel état du bouton. Ça, c'est avant l'Optimistic UI. Et avec l'Optimistic UI, ça marche comme ça. L'utilisateur, il clique sur le bouton, il passe à l'état succès instantanément. Et c'est important de dire l'état succès, il ne va pas charger, il ne va pas passer en erreur, il passe à l'état succès instantanément. Ensuite, on a une requête qui est envoyée au serveur, ça se fait en arrière-plan. Le serveur répond à la page, et ensuite, dans 97 à 99% des cas, on va s'arrêter là parce qu'on sait que quand on like quelque chose sur Twitter, il y a très peu de cas d'erreur. Enfin, il n'y en a quasiment pas. Vous pouvez liker quelqu'un que vous ne suivez pas, vous pouvez liker un tweet que vous n'aimez pas, un vieux tweet, un tweet récent, il n'y a pas d'erreur. Ou très peu. Si jamais il y a une erreur, on y reviendra après parce que c'est ce qui est intéressant dans Optimistic UI, c'est la gestion des erreurs. Du coup, ce qu'on pourrait dire de l'Optimistic UI, j'ai pas trouvé de définition super bien sur Internet, donc j'ai essayé d'en écrire une. Je suis pas super doué, je remercie d'ailleurs les personnes qui ont relu ma phrase parce que c'était super mal écrit. Du coup, ça donne quelque chose comme ça. Ça donne simuler l'état espéré d'une action sans attente de confirmation. J'ai bien dit l'état espéré parce que c'est pas forcément un oui ou un non qu'on attend, donc c'est pas forcément une réussite, c'est l'état qu'on espère que l'utilisateur va avoir. Alors, pourquoi ça marche, l'Optimistic UI? Pourquoi on ne garde pas nos boutons avec un temps de chargement? Pourquoi on ne garde pas cette jolie odeur que tout le monde connaît? Tout simplement parce que les utilisateurs, ils n'aiment pas attendre, et les utilisateurs, c'est vous, c'est moi. Il y a une étude qui a été faite par Harris Interactive. Cette étude, elle dit que quand les gens ont des problèmes de performance mobile, il y en a 11% qui vont crier sur le téléphone, ça c'est sûrement moi, 23% qui l'insultent, ça c'est moi aussi, et 4% qui le jettent, moi je le jette sur le lit, comme ça il ne se casse pas. Ça c'est sûr, il y a plein de gens qui le font, moi je me reconnais là-dedans. Les utilisateurs, ils n'aiment pas attendre. L'utilisateur, il perçoit le temps comme ça. De 0 à 100 millisecondes, quand vous cliquez sur un bouton et qu'il y a une action qui se fait, on a la sensation que le système, il répond de manière instantanée. Alors, je mens un petit peu, parce qu'en fait, c'est de 16 millisecondes à 100 millisecondes. En dessous des 16 millisecondes, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est saccadé, c'est qu'il n'y a pas de transition ou qu'elle n'est pas assez longue. Et du coup, ça nous fait bizarre, on a l'impression que l'interface, il marche vite, mais il marche bizarrement. Donc en fait, c'est plutôt de 16 à 100 millisecondes, c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est une sensation d'instantané. De 100 à 300 millisecondes, l'utilisateur il perçoit un délai. La sensation de contrôle, elle disparaît. C'est-à-dire vous cliquez sur le bouton, si c'est trop long,
si c'est entre 100 ou 300 millisecondes, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose, mais que vous n'avez plus le contrôle. Si c'est 1 seconde ou plus, le flot de pensée de l'utilisateur il va s'interrompre. C'est-à-dire qu'il aura la sensation d'accomplir quelque chose via le système, plutôt qu'être complètement responsable de ses actions. Il va vraiment sentir qu'il y a quelque chose dans son expérience qui ne marche pas bien. Et ensuite, si c'est 10 secondes ou plus, l'utilisateur n'arrive plus à rester focalisé sur sa tâche, et ça fait des utilisateurs frustrés, ou ça fait des utilisateurs qui complètement abandonnent la tâche, et donc vous perdez vos utilisateurs. Il y a une étude qui a été faite aussi par IBM en 1979. Cette étude, qu'est-ce qu'elle dit? Sur l'axe des Y, on peut voir que c'est un temps de seconde. Ce temps, c'est le temps que met la machine à répondre à l'utilisateur. Et sur l'axe des X, on peut voir que c'est le temps de réponse de l'utilisateur en fonction de la machine. En fait, ce qui se passe, c'est que plus la machine elle va mettre de temps à répondre, plus l'utilisateur il va mettre du temps à se remettre dans sa tâche et donc à être performant. Du coup, ce qui est dit de cette étude, c'est la productivité monte en flèche lorsqu'un ordinateur et ses utilisateurs interagissent à un rythme inférieur à 400 millisecondes, ce qui garantit qu'aucun des deux ne doit attendre de l'autre. Bon, forcément, c'est pas l'ordinateur qui vous attend, c'est plutôt l'inverse. Et enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est bon, les utilisateurs, ils n'aiment pas attendre, parce qu'ils ont une perception du temps, comme on l'a vu juste avant, ils sont plus productifs, et aussi, ça fait gagner de l'argent. C'est-à-dire que chez Google, quand c'est 2% plus lent, il y a 2% de recherche en moins. Chez Yahoo, quand c'est plus rapide, il y a plus de trafic. Chez AOL, on n'a pas les chiffres, mais c'est des pages plus rapides qui donnent plus de pages vues. Et enfin, chez Amazon, c'est 100 millisecondes en plus, 1% de revenus. Amazon, c'est des milliards et des milliards, donc si vous leur faites gagner 1 seconde, je pense que vous êtes le roi du pétrole. Donc tout ça, toutes ces choses qu'on vient de voir, c'est ce qui fait que l'Optimistic UI, c'est intéressant pour vos interfaces. C'est de la performance, c'est du temps gagné, c'est de la productivité. Du coup, le cas qui est un peu compliqué, c'est quand il y a des erreurs. Parce qu'on part du principe que quand on clique, on a 97 à 99% d'erreurs. Qu'est-ce qui se passe dans les 3% restants? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'erreur? On va surtout communiquer le plus rapidement possible à l'utilisateur qu'il y a une erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre Optimistic UI il se transforme en mensonge. Ce n'est pas le but. Si vous mettez 3-4 secondes à répondre, il y a des chances que l'utilisateur ait scrollé, qu'il ne soit plus sur la page, qu'il ne voit pas l'erreur, et là, ça peut avoir des conséquences. Et surtout, il faut avoir une gestion proportionnelle à l'erreur. Quand je dis une gestion proportionnelle à l'erreur, ça peut être quelque chose comme ça. Quand vous likez sur Twitter et qu'il y a une erreur, le cœur il repasse tout de suite en gris. Bon, c'est pas très grave, vous avez raté un like, votre grand-mère elle ne saura pas que vous aimez sa recette de pâtes, c'est pas important. Quand vous envoyez un message, le message il n'est pas envoyé instantanément. Il apparaît dans votre fil de conversation, mais ce qui se passe c'est qu'il n'est pas envoyé, il y a un petit chargement. On peut le voir, il y a un tout petit rond gris à côté du message qui est à gauche. Et en fait, ce message, quand il n'arrive pas, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on met un message d'erreur un peu plus important et qu'on dit cliquez pour essayer, faites attention, nanana. Si un message n'arrive pas, c'est quand même plus impactant que si un like n'arrive pas. Et enfin, sur Trello, on peut déplacer des cartes dans des listes. Ça aussi, c'est de l'Optimistic UI, c'est-à-dire qu'on n'attend pas une réponse du serveur. Quand la carte a été placée à la main, il vous affiche directement le résultat espéré. Et du coup, de la même façon, ça peut un peu vous embrouiller si vous utilisez Trello, par exemple, pour faire du management dans vos projets. Si votre carte ne va pas au bon endroit, du coup, c'est pour ça que son erreur elle est encore plus importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une gestion proportionnelle à l'erreur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre des messages d'erreur en rouge partout si ça se passe mal. Ce qui est le cas sur notamment les likes de Facebook ou de LinkedIn ou les cœurs de Twitter. C'est pas très grave si ça se passe mal. Ils ne vous mettent pas des messages d'erreur de fou, c'est juste ça revient à l'état d'avant et puis basta, on avance. Du coup, pour résumer, les bonnes conditions pour de l'Optimistic UI, ça va être votre interface, elle doit absorber les erreurs potentielles avant que la requête soit envoyée au serveur. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit de liker le tweet, vous n'avez pas le droit de, d'envoyer un message parce qu'il est vide, il ne faut pas que votre message il soit envoyé dans votre fil de conversation, puis qu'en fait on vous dise « Ah non, tu n'avais pas le droit, ton message il est vide ». Ça, il faut les vérifier avant. Il faut lui dire avant que les erreurs, il faut enlever toutes les erreurs qui ne sont pas liées à l'API, on va dire. Le plus simple, donc c'est pas toujours le cas, mais le plus simple, c'est d'appliquer l'Optimistic UI à des éléments binaires qui attendent un oui ou un non en tant que réponse. Si vous avez un peut-être, si vous avez une liste de choix indéfinie, vous n'avez pas vraiment d'état espéré, donc c'est compliqué de savoir ce que vous allez afficher à l'utilisateur derrière.
Du coup, le plus simple, vous vous simplifiez vraiment la vie si vous utilisez des éléments qui attendent soit oui, soit non, soit des réponses binaires, peu importe. Il faut faire attention au temps de réponse dans votre API, sinon ça va donner des comportements inattendus et des utilisateurs frustrés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, si le message ça ne vous dit pas tout de suite qu'il n'est pas envoyé, et si ça attend 10 secondes, bah, vous serez sûrement parti de la conversation et puis vous ne saurez jamais que votre message n'est pas parti, donc votre utilisateur ne saura jamais ce qui s'est passé derrière. Et quand il va revenir, je sais pas, 3 jours après, 2 heures après, il verra qu'il y a une erreur et là il va vraiment pas être content. Donc il faut faire ça, l'Optimistic UI, sur des éléments, pas sur des éléments, sur des services où il y a une API qui est assez rapide. Et enfin, l'Optimistic UI, donc c'est pas seulement pour les boutons, ça peut aussi être utilisé dans de nombreux cas. Donc on a vu notamment les messages. À gauche, c'est ce qui se passe si on n'utilisait pas la méthode Optimistic UI. On vous dirait, bah, attends, ça charge. Voilà, il est envoyé, super. À droite, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un tout petit chargement, mais on vous montre quand même l'état qu'on espère à la fin de l'action. Même logique sur les cartes Trello. Il n'y a pas de réponse du serveur derrière tout ça, c'est fait instantanément. Vous posez la carte, pouf, à le bon endroit. On ne vous dit pas, attends, je vérifie qu'elle va au bon endroit, qu'elle va bien être dans cette liste, etc. C'est instantané. On a les squelettes d'applications. Donc ça, on en voit beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube. En gros, l'état qu'on espère, là, on le simule, c'est qu'en gros, à gauche, il y aura mon profil, au milieu, il y aura un fil d'actualité, à droite, il y aura des news. C'est l'état que j'espère quand mon utilisateur arrive sur LinkedIn. Donc je lui présente ça. Donc c'est l'Optimistic UI. Et enfin, ça, c'est un cas un peu plus spécial, c'est le lancement d'une partie en ligne. Donc là, j'ai pris pour exemple Overwatch. Quand vous lancez une partie sur Overwatch, en gros, Overwatch, c'est un jeu de tir en équipe. Donc vous choisissez votre personnage avant, vous choisissez votre mode de jeu avant, et une fois que vous êtes tout prêt, vous mettez lancer la partie. Et au lieu de vous dire pendant 30 minutes, je cherche une partie, ce qui se passe, c'est que rapidement, il met des joueurs en lien, et une fois qu'il a trouvé ces joueurs, il vous envoie dans la partie, et vous êtes confiné dans un SaaS dans lequel vous pouvez jouer. En fait, vous avez les actions de votre personnage, vous avez les sons, vous avez les capacités, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes enfermé dans ce SaaS, donc vous avez l'état final, l'état espéré qui est bien là, mais en fait il le simule parce qu'il ne vous ouvre pas les portes et vous ne pouvez pas vraiment vous battre. Ce qui se passe derrière, c'est que il vous a montré ce qu'il espérait que ça se passe, Overwatch, et en fait ce qui se passe, c'est que ça charge derrière en attendant de trouver d'autres joueurs. Ça marche pareil avec Super Smash Bros. Quand vous jouez en ligne, vous choisissez votre personnage avant, et en fait on vous envoie dans une sorte d'arène d'entraînement, et pendant que vous jouez, que vous avez l'esprit ailleurs, vous gagnez du temps, vous vous amusez bien. En fait la partie n'est pas vraiment lancée, derrière ça charge. Et enfin ça marche exactement avec Fortnite, on pourrait trouver plein d'autres jeux comme ça, c'est vraiment un truc qui est utilisé dans le monde du jeu vidéo, qui est beaucoup utilisé. Du coup, ça c'est un petit bonus avant de finir la présentation. Je suis allé sur des forums, chercher un peu des trucs à dire sur tout ça, et j'ai trouvé ce mec qui résumait en gros l'Optimistic UI. Donc comme je vous ai dit, on capture les réactions de l'utilisateur, on update les éléments, on envoie la requête ensuite, on prend une réponse. Si c'est négatif, on retourne en arrière. Si c'est positif, tout va bien, la vie est belle. Et du coup, il y a quelqu'un qui a répondu ça. Il a dit, ça peut être simplifié si tu envoies une requête avant au serveur et que sur le résultat, tu regardes s'il y a une erreur ou pas, et comme ça, tu n'as pas de rollback. En fait, le mec, ce qu'il a expliqué, c'est que en fait, l'Optimistic UI, ça sert à rien, il ne faut pas faire comme ça, c'est l'inverse. Et du coup, la réponse, j'ai trouvé assez magique. Le mec ne savait plus quoi dire. Oh, il l'a démonté, et puis, mais non, je t'explique comment marche l'Optimistic UI. Et l'autre lui disait, non, ça marche pas comme ça, c'est l'inverse. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Les mecs étaient assez sympas sur les forums. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Avant de commencer, je vais poser une question qu'on ne pose pas souvent ici. Qui n'est pas développeur? Okay. Donc il y a un petit cinquième de personnes qui n'est pas développeur. C'est pas très grave. Moi je vais vous présenter beaucoup de code ce soir, mais c'est vraiment des petits morceaux de code, et surtout vous apprendrez quand même des choses, parce que vous apprendrez à parler avec des développeurs,
et aussi à comprendre quand il y a un bug ou quand quelque chose ne fonctionne pas. En tout cas, vous allez gagner du vocabulaire, ça c'est sûr. Alors il y a deux présentations techniques qui vont s'enchaîner, la mienne et celle d'Adrien. On a des points qui vont être assez similaires, mais pourquoi on a choisi de vous faire ces deux présentations? Ma partie va être basée sur l'implémentation d'Optimistic UI en React Apollo, donc avec un serveur GraphQL, alors que Adrien va nous parler de React Redux. Et on verra que les deux approches, même si au final c'est pour faire la même chose, mettre à jour une UI d'une manière optimiste, c'est comme deux approches qui partagent des concepts, mais qui sont différentes sur certains points, vraiment sur le corps. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ces deux talks. Alors je vais arrêter de parler d'Adrien, je vais parler de moi. Maxi-Red sur GitHub, Twitter. Je parle de GitHub parce que les slides sont d'ores et déjà disponibles, donc si vous voulez les revoir, avec tout le code qui sera dedans. Et voilà, je suis freelance, je crois que mon profil est sur Malte, peut-être pas actif. Alors Clément nous a fait une bonne présentation et une bonne introduction avec des définitions et des exemples d'Optimistic UI. D'ailleurs, je vais répondre à la question un peu plus en détail qui a été posée à Clément sur quel cas ne pas utiliser l'Optimistic UI. Un cas que j'ai eu dans la vraie vie et que tout le monde fait ça, c'est sur un site e-commerce, sur la validation d'un panier. Ou bien sur tout ce qui est action très critique, on ne veut pas confirmer à l'utilisateur quelque chose de très critique si ce n'est pas le cas. Ça crée trop de frustration et peut créer trop de problèmes. Voilà, petite parenthèse. Du coup, ma définition à moi d'Optimistic UI, c'est quand l'état visuel d'un bouton est activé en mode succès instantanément. Du coup, si on suit cette définition, eh ben, le plus simple exemple que j'ai réussi à faire, c'est un simple bouton, lorsqu'on clique dessus, qui nous dit « ça a marché ». Ah oui, je vous ai dit qu'il y aurait du code. Alors cet exemple-là, alors vous allez me dire, il n'y a pas d'appel serveur. Ensuite, il n'y a pas de métier. Et on n'a pas vraiment mis à jour l'interface graphique. On a fait un message, mais qui a disparu instantanément. Est-ce que c'est vraiment de l'Optimistic UI? En fait, c'est là où la frontière entre qu'est-ce que l'Optimistic UI, c'est un peu compliqué. Pour moi, ça en est. Parce qu'on a quand même dit à l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui marchait. Alors, on n'a pas implémenté le cas d'erreur. Mais c'est quand même important parce que souvent, il n'y aura pas forcément du métier. Des fois, on va rajouter un élément à une liste. Quand on va, par exemple, dans un formulaire de création, on va créer un nouvel élément, cet élément va être ajouté à une liste. Là, c'est un exemple très complexe dont vous parlera Adrien, avec vraiment du métier d'un point de vue graphique. Mais des fois, on a juste envie d'envoyer un message et de dire c'est bon, le message il est parti. Dans Gmail, quand vous envoyez votre mail, on ne vous montre pas votre mail envoyé. On vous dit c'est bon. J'ai bientôt fini avec l'introduction. On va bientôt pouvoir rentrer vraiment dans le code. Mais avant de commencer, souvent quand on parle d'Optimistic UI, il y a vraiment des gens qui nous disent oh bah, de toute façon l'Optimistic UI c'est facile. Alors je pense que Clément a déjà bien introduit le sujet en parlant notamment des cas d'erreur. Des fois il y a des cas d'erreur mais également des cas où c'est pas vraiment d'erreur mais le résultat n'est pas celui qu'on pensait. Typiquement sur un compteur de like, on peut faire +1, mais peut-être qu'entre temps il y a quelqu'un d'autre qui a fait +1, donc en fait ça va faire +2. Il peut y avoir plein de cas à gérer, donc non, c'est pas facile. Souvent, comme souvent quand on fait du code front-end, on se dit, ça c'est pas grave, on va d'abord faire la version qui marche, et puis le reste on le fera plus tard, c'est du nice to have. Si vous faites ça, vous allez mal le faire, votre code ça va être du spaghetti code, et puis vous allez oublier des trucs. Et la raison supplémentaire, c'est que implémenter de l'Optimistic UI, ça peut avoir un impact sur toute votre stack.
C'est pas uniquement front-end. Le serveur a sa part à jouer dans l'implémentation de l'Optimistic UI. Et ça peut aller aussi loin qu'aller modifier la requête en SQL. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Du coup, je vous ai dit que j'allais vous parler de Apollo GraphQL. Très rapidement, qui a déjà fait du GraphQL en React? Donc je pense que c'est cette personne-là, malheureusement pour vous, c'est peut-être vous qui allez apprendre le moins ce soir. Quoique. Mais en tout cas, l'Optimistic UI dans Apollo, c'est défini comme ça dans la documentation d'Apollo. C'est un pattern, une manière de faire qu'on peut utiliser pour simuler le résultat d'une mutation. Donc une mutation, c'est un appel serveur qui est censé modifier des données. Donc c'est une manière de faire pour simuler le résultat de l'appel serveur et mettre à jour l'interface graphique avant de recevoir la réponse. Une fois que la réponse est reçue du serveur, le résultat optimiste est jeté et on utilise le résultat du serveur. Et ensuite, on nous dit que l'Optimistic UI, c'est une manière de faire des interfaces beaucoup plus rapides, que c'est facile, et surtout que ça nous garantit d'avoir des données consistantes. Typiquement, je prenais l'exemple du like de tout à l'heure, et c'est super important. C'est vraiment le serveur qui drive le résultat final de l'application. Tout au long de la présentation, il y aura ce petit composant en haut qui nous affiche des claps. Donc des claps, c'est comme des likes, sauf qu'une personne peut liker plusieurs fois. Donc ce composant-là, c'est celui qu'on voit, que je vais détailler juste après. Donc c'est un composant React très simple. Et ce composant, il utilise une requête GraphQL, une query. J'ai vraiment fait là pour le moment le code le plus simple possible. On fait une requête qui va nous récupérer des claps. Alors d'après, pour ceux qui ont déjà fait du GraphQL, peut-être qu'ils ont l'impression qu'il manque quelque chose. Non, il manque rien. Là, notre serveur va nous retourner une seule valeur, qui sera un nombre, et qui sera du coup le nombre de claps à afficher. Évidemment, quand on fait une requête, ça marche pas, c'est pas uniquement que quand on fait de l'Optimistic UI. En JS, pensez toujours à traiter votre cas de chargement, vos cas d'erreur. Je ne l'ai pas forcément fait très bien dans la présentation parce qu'il faut être concis, mais vraiment important. Et du coup, ce composant fait une requête. De la manière dont marche le hook React, c'est qu'en gros, la première fois que le code passe dans le composant, la requête va être effectuée. Et une fois que le serveur a répondu, en gros, ce code-là va être réappelé et avec la donnée populée. Et donc là, ce composant va nous afficher le nombre de claps. Pourquoi je passe autant de temps à vous montrer ce composant? C'est parce que pendant toute la durée de la présentation, il ne va pas changer. Ce qui veut dire que d'un point de vue Optimistic UI, ce n'est pas le composant qui consomme votre donnée que vous allez devoir modifier. Ça se passe ailleurs dans l'application. Du coup, si ça se passe ailleurs, ça se passe peut-être un peu plus proche du composant qui va modifier la donnée. Donc là, je vais introduire un nouveau composant, ça ressemble à un bouton avec Metaland Designer. Désolé Clément, j'aurais dû nous demander un peu d'aide. Donc c'est un bouton. C'est également un composant React qui ressemble beaucoup à l'autre, sauf qu'au lieu d'avoir une query, il fait une mutation. La mutation s'appelle clap, pour clapper une fois. Et ce code, la useMutation, va nous retourner une fonction. Contrairement tout à l'heure, la requête nous retournait la donnée. Là, le useMutation va nous retourner une fonction. Et cette fonction sera passée en paramètre d'un bouton.
En gros, quand je vais cliquer sur le bouton, je vais faire l'appel serveur pour faire la mutation. Attention, première démo, je clique, il ne se passe rien. Ah oui, c'est pas magique l'Optimistic UI. Là, j'ai d'un côté un composant qui fait une requête, de l'autre côté un composant qui fait un appel serveur, mais j'ai pas lié les deux, il n'y a pas de données au milieu, c'est normal. Du coup, on va commencer à réfléchir sur comment, déjà dans un premier temps, avant de faire d'Optimistic UI, ça serait bien que notre composant se mette à jour à gauche. Avant de faire l'Optimistic, déjà essayons de prendre en compte la réponse du serveur, ou en tout cas les données qui sont présentes sur le serveur, pour mettre à jour notre application. Alors du coup, j'ai mis à jour ce composant, et en utilisant un paramètre qui s'appelle refetchQueries. Alors refetchQueries, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire à notre code de mutation, une fois que le serveur a répondu en nous disant que le clap s'était bien passé, alors réeffectue la requête pour récupérer le nombre de résultats. Donc là, on va voir, il y a de la latence sur mon serveur volontairement, mais je clique et quelques secondes après, j'ai mon résultat. Tout à l'heure, j'avais cliqué précédemment sur le bouton, c'est pour ça qu'il y a 3 qui est apparu et pas 1. Alors là, ce qui m'embête avec ce code, c'est que mes composants sont couplés. Excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Les composants sont couplés d'un point de vue métier. Pour mettre à jour le composant de gauche, je suis obligé dans le composant de droite, de dire effectue cette action. Et puis en plus, je fais un appel réseau qui ne sert pas à grand chose. Donc on va voir comment on peut améliorer ça. Alors j'ai mis à jour à nouveau mon composant, j'ai enlevé le refetchQueries et utilisé la méthode update de la mutation. Alors la méthode update, c'est une fonction qui va être appelée une fois que le serveur a répondu, avec 2 paramètres, le cache et le résultat de la mutation. En gros, le résultat de la mutation, c'est votre retour d'appel réseau qui va nous dire si ça s'est bien passé, s'il y a eu des erreurs et les données. Alors que le cache, c'est le composant interne d'Apollo qui va en gros avoir l'état de votre application et qui va conserver toutes les données qui ont été récupérées ou modifiées dans votre application, toutes les données réseau. Alors là, mon serveur, je ne vous l'ai pas montré pour le moment parce que je vous le montrerai plus tard, ne vous inquiétez pas. Mon serveur, il me retourne une chaîne OK quand tout va bien. Donc là, dans ma fonction update, lorsque mon code va bien, j'ai OK. Et du coup, je peux faire du code métier pour aller mettre à jour mon cache. Donc comment je vais mettre à jour mon cache? Apollo, il fonctionne essentiellement par les requêtes. C'est vraiment les requêtes réseau qui vont driver l'état en interne. Et du coup, même pour aller le modifier, en fait, on va simuler des requêtes et simuler des résultats de requêtes. Donc là, j'ai une première ligne où je vais lire mon cache et ensuite, je vais le modifier en ajoutant mon clap. Là, déjà, ce qu'on voit, c'est que j'ai fait une faute dans mon code. Parce qu'au lieu d'ajouter un claps, j'en ai ajouté 12. On voit que... Déjà, on va voir si ça marche ou pas. On voit que je clique. Et quelques secondes après, j'ai bien fait mon plus 12. Donc là, mon code a marché, mais j'ai du métier, trop de métier. J'ai quand même le couplage. J'ai réussi à enlever un appel réseau, mais j'ai quand même du couplage, parce que je dois savoir quel composant mettre à jour. Puis c'est un peu verbeux, quoi. La première chose que je vais essayer d'enlever, c'est le métier. En me disant, mon serveur, il peut être intelligent, il peut me retourner la valeur qui a été mise à jour.
Là, mon serveur, il me retourne OK, mais on n'est plus en 2002, les gars. Un serveur qui modifie une donnée, il faut qu'il retourne la donnée qui a été mise à jour. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de potentiellement faire de l'optimistic UI, ça peut aller loin dans le code. Parce que si votre code il est mal fait au début, et ben ça vous allez le traîner, quoi. Et du coup vous allez être obligé de faire des refetch queries ou n'importe quoi. Du coup je modifie mon code, donc ça c'est le code serveur. Tout à l'heure il était comme ça. Ma mutation qui s'appelait clap retournait une string et retournait OK une fois que ça s'était bien passé. Je la modifie, je l'appelle autrement clap with value, elle me retourne un int et maintenant on me retourne le résultat escompté. Du coup, là je suis obligé de modifier ma mutation qui est dans mon bouton également pour utiliser cette nouvelle mutation. Et grâce à ça, maintenant mon serveur, au lieu de me retourner OK, il me retourne une value. Et cette value, je peux du coup l'utiliser directement pour mettre à jour le cache. Du coup, je reclique. Et là, bizarrement, il y a la vraie valeur de mon serveur qui était mise à jour. Et quelque chose qui est important de montrer aussi, c'est que même si je retourne sur les slides d'avant, et bah, le compteur il est bon. J'ai vraiment pas changé mon compteur de consommation de données. C'est uniquement mon code serveur qui a été changé et mon cache Apollo. Tac. Donc là on est bien, on a réussi à enlever un appel réseau, on a réussi à enlever le métier, mais on n'a toujours pas d'optimistic UI. Ça fait un quart d'heure que je parle et il n'y a toujours pas d'optimistic UI. Mais non, je ne me fous pas de vous. En fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est toutes les briques que vous allez forcément avoir besoin à un moment ou un autre. Parce que juste après, je vais vous présenter le cas optimal de comment on peut faire. Sauf que quand je parlais, par exemple, tout à l'heure de mettre à jour une liste, on est obligé de faire du code métier, on est obligé d'aller lire le cache et d'aller le modifier à la main. Là, ce que j'ai fait, d'enlever le métier, on ne peut pas le faire quand on fait de l'optimistic UI. C'est triste à dire, mais si vous espérez une valeur du serveur, bah, il faut que côté front, vous soyez capable d'utiliser la valeur du serveur. Sinon, vous faites des skeletons. Et du coup, par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même tout ce code d'update qui, au final, ne sert pas à grand-chose. Et du coup, si on ne peut pas enlever le métier, excuse-moi, on ne peut pas enlever le métier, mais on peut peut-être enlever cette méthode update. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le optimistic response parameter. L'optimistic response parameter, c'est un paramètre qu'on va donner en plus à Apollo, qui va correspondre à l'état espéré, ou plutôt à la réponse espérée du serveur. Grâce à cette réponse espérée, je pense que vous l'avez déjà compris suite à la définition que je vous ai montrée tout à l'heure d'Apollo, mais grâce à cet état espéré, on va pouvoir mettre à jour notre cache en avance de phase, et une fois qu'on aura la réponse du serveur, on va enlever cette première modification qu'on a fait et utiliser la vraie réponse du serveur. Du coup, je vais revenir très rapidement sur ma version du code où le serveur retournait OK et implémenter une optimistic response clap OK. Voilà, j'ai toujours mon code for qui fait clap plus 12, mais pour la première fois de la présentation, quand je clique sur le bouton, à part montrer Siri en même temps, ça a également fait des uclaps directement. Et si je reclique, ça fait encore une fois plus 12. Là, ce qu'on a vu par contre, c'est que j'ai fait mon appel. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, cette méthode update, elle va être appelée 2 fois dans le cas où on utilise l'optimistic response.
elle va être appelée une fois lors de l'appel réseau, avec l'optimistic response en tant que mutation result, et une seconde fois avec le code serveur, avec le résultat du serveur. Et on a bien vu que le cache, par contre, le cache, lui, enlève bien la première modification qu'on fait avant de réappliquer celle du serveur. Ce que je veux dire, c'est que là, quand j'appuie une fois, ça fait uniquement plus 12, et même quand le serveur répond, ça ne refait pas plus 12. Donc là, ce qui m'embête, c'est que j'ai encore du couplage, j'ai encore du mauvais code, enfin, du mauvais métier. Et du coup, on va repasser sur l'interface de la mutation qui retourne un nombre directement. Par contre, si on fait ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de calculer notre optimistic response. Donc là, c'est le premier exemple très très bête, où j'ai hardcodé l'optimistic response, simplement pour montrer. Là, je clique, il y a 47, le serveur arrive, et là, on a la vraie valeur du serveur qui vient d'être mise à jour. Donc c'est pour ça que ne pas mettre de métier dans la méthode update, c'est ce qui vous permettra d'avoir une consistance finale côté serveur. Et là, le fait que j'ai mis du mauvais métier au niveau de l'optimistic response, finalement, c'est assez simple à voir. Hein. N'importe qui va tester votre application, que ce soit vous en tant que développeur ou la personne qui fait la QA, ça va se voir très vite. Donc le métier, vous allez bien l'implémenter. Par contre, on a toujours... Excusez-moi, j'étais un peu vite. Comment on fait dans la vraie vie pour implémenter le métier? Et bien du coup, je vous disais, dans GraphQL, tout est basé sur les queries. Donc on va faire quelque chose de très similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure dans la méthode update. Sauf que là, on va le faire autour de notre mutation pour ne pas le faire dans la méthode update. Donc là, on fait une nouvelle requête dans notre composant bouton pour récupérer le nombre de claps qu'on va aller mettre à jour dans l'optimistic response. Et là, on voit que ça se met... Je reclique une fois. Ouais. Je sais pourquoi ça fait ça. Je vous en parlerai pas. Ça peut faire partie des questions rigolotes si vous voulez derrière. Mais je vais pas passer de temps, mais normalement si je reclique une fois, là ça va, j'aurai le mémo. Résultat. Du coup, ce qui m'embête, c'est que là j'ai toujours cette méthode update qui fournit pas beaucoup de valeur, qui est verbeuse, elle prend la moitié de mon code et elle sert pas à grand chose. Du coup, comment on fait pour l'enlever? Parce que non, on n'est pas obligé, dès qu'on veut mettre à jour le cache, dès qu'on veut sauvegarder quelque chose, d'aller faire des write query et d'aller modifier le cache à la main. On peut, des fois on en aura besoin, mais le principe d'Apollo, c'est d'essayer de vous aider un maximum. Ce qu'il faut faire, c'est normaliser vos données. Normaliser vos données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Utiliser des objets. Des objets qui peuvent être différenciés selon deux choses principales, un type et des ID. Ça va permettre à Apollo d'avoir une représentation, en gros, qui ressemble à une base de données. On va avoir des tables avec des objets, avec des ID. Et grâce à ça, ces différents objets stockés dans un cache, mais on va dire une base de données, ils vont pouvoir être réutilisés automatiquement entre les différentes requêtes. On n'aura pas besoin d'aller mettre à jour le cache de différentes requêtes si jamais ce sont les mêmes objets avec les mêmes ID qui sont utilisés dans différents composants de notre application. Adrien reviendra également sur cette approche-là. D'un point de vue serveur, là encore une fois, oui, ça a des impacts sur le serveur. Tout à l'heure, notre query, elle retournait directement un int ou un string en fonction des cas. Là, on retourne un nouvel objet, un objet clap.
qui a du coup un ID et une valeur. Donc là, ma valeur, c'est mon nombre de claps. Mon ID, dans ce cas-là, là j'ai hardcodé quelque chose parce que j'ai un seul compteur dans toute mon application. Évidemment, dans la vraie vie, ça sera votre numéro de blog, votre numéro d'article, enfin, ça sera, vous avez des ID, quoi. Et la mutation, bah, c'est pareil. Maintenant, la mutation va nous retourner un objet de type clap. Donc on voit que c'est le même type. Et du coup, il faudra également que ce soit un objet avec le même ID. C'est le seul moment où je fais une modification du composant query de toute la presse. On est également obligé de modifier notre composant pour dire à Apollo, et du coup à GraphQL, quels sont les champs qu'on veut récupérer. Évidemment, on veut récupérer la value, mais on veut également récupérer l'ID, parce que sinon on ne sera pas capable de mettre à jour notre cache. On ne sera pas capable de savoir que tel objet, eh ben, c'est le même objet que précédemment et qu'il faut aller le mettre à jour. Sinon, d'un point de vue requête, ça ressemble à pareil, sauf qu'on a un objet, on a un niveau d'objet en plus, mais sinon c'est exactement la même chose. Concernant la mutation, eh ben, on a les mêmes modifications à faire. Notre mutation, on a envie de récupérer l'ID et la value. Comme ça, le serveur va nous retourner les valeurs mises à jour. Donc, on va voir si ça marche. Là, je clique, il n'y a pas d'Optimistic UI, mais après une seconde, une fois que le serveur m'a répondu, le nombre de claps c'est bien mis à jour. Et là, vous voyez, on n'a plus de méthode update. Simplement parce que nos deux requêtes, maintenant, elles sont liées grâce à l'ID et au type d'objet qu'on utilise. Alors là, dans les champs, il n'y a pas le type qui est mis. En fait, Apollo GraphQL, il y a quelque chose qui s'appelle typename, mais qui en gros, vu que sur le serveur, j'ai mis que la mutation retournait un objet de type clap, et ben là, il va toujours utiliser le même type, le typename clap pour ce cas. Il y a des cas extrêmes où notre serveur, des fois, on peut faire en sorte qu'il retourne différents objets, différents types d'objets, mais par défaut, voilà. C'est assez simple, on a juste l'ID à gérer nous-mêmes. Et du coup, on arrive à quasiment la dernière présentation de la slide. J'ai enfin une vraie implémentation propre d'une Optimistic Response. J'aurais pu commencer par cette slide. Il y avait deux manières de faire cette présentation. J'ai préféré prendre les 20 minutes d'avant pour vous donner vraiment toutes les briques que vous allez utiliser si un jour vous faites du React Apollo. Parce que dans la vraie vie, ce cas-là, simple, où on fait une mutation, on passe en paramètre un objet Optimistic Response qui est basé sur la requête getClaps et sur laquelle on fait notre métier. Et encore une fois, il n'y a pas de raccourci, on est obligé de faire notre métier. Ce cas-là, c'est le plus simple. On va vérifier qu'il marche quand même. Oh, il marche. Et en plus, c'est le plus simple et ça marche bien. On a toujours un petit peu de couplage là, dans le sens où on doit savoir de quelles données viennent les données qu'on va aller modifier. Moi, je ne suis pas très fan d'utiliser de mettre ça dans un composant graphique. J'aurais plutôt tendance à créer un conteneur, quelque chose qui va en gros intégrer ce code-là ensemble. Mais que si ça n'a pas dans un composant graphique, on peut faire un autre hook. Il y a plein de manières de le faire. Essayez de ne pas mettre trop de logique métier dans vos composants graphiques, s'il vous plaît. Ça permettra de développer beaucoup plus vite et plus sereinement. Du coup, comme je le disais, on arrive à la fin de la présentation. En résumé, utilisez, pour faire d'Optimistic UI dans Apollo, utilisez si possible le paramètre Optimistic Response. Où vous avez vu quand ça marche et quand votre UI quand
ça marche, utilisez-le. Utilisez également la normalisation. Voilà, encore une fois, c'est la seule solution dans tous les cas pour que votre interface graphique se mette à jour de partout. Le but, quand on fait des single page applications, le but c'est quand on clique à un endroit dans l'application, ça se mette à jour à l'autre bout de l'application. Sinon on n'aurait pas autant de problèmes, on ferait que des states locaux, et voilà. Là non, on a un state local qui est Apollo GraphQL. Pour la petite histoire, il est possible de faire également des states locales dans Apollo, donc pas baser des réponses serveurs. Donc sur certains sites web où il y a très peu de logique front, on peut utiliser Apollo pour ne pas avoir à implémenter Redux et tout en plus d'Apollo. Mais voilà, utiliser la normalisation. Et enfin, retourner les valeurs mises à jour depuis le serveur. Et enfin, quand il y en a besoin, utiliser tous les autres trucs que je vous ai montrés dans cette presse, qui sont un peu moins sexy que juste l'exemple initial, ou plutôt la dernière slide, mais il y en aura besoin pour tous les cas complexes. Voilà, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, merci. Merci pour cette présentation. Tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire après, s'il y avait déjà un existant. Comme il y a des projets qui évoluent toujours, peut-être qu'à un moment donné, ce besoin pourrait se présenter. Est-ce que c'est un vrai blocage pour le faire évoluer, ou est-ce qu'il faut que le besoin soit financièrement vraiment important pour mettre l'optimistic UI? Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de cas, ou est-ce que tu as toujours été dans des situations dans lesquelles c'était quelque chose qui était prévu en amont? Évidemment, si j'ai fait cette présentation, c'est parce que j'ai eu à le faire. Si je mets des choses en attention, il ne faut pas le faire, c'est parce qu'on m'a demandé de les faire. Donc, non, évidemment, il y a des endroits où on peut le faire, mais pensez pas que vous allez le faire en 2 jours et que ça va être facile, quoi. Comme vraiment le côté de modifier votre serveur, typiquement, même si vous faites du Mongo, modifiez votre requête Mongo pour qu'elle vous retourne l'objet mis à jour et pas uniquement l'objet avant. Voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc là, si on est dans un exemple simple, client-serveur, ça va. S'il commence à y avoir 3 étages de microservices à les modifier, ça peut avoir des gros impacts. Mais évidemment, c'est comme tout, ça reste que du code, quoi. Merci pour la présentation. Je ne sais pas encore trop maîtriser React, parce que je ne l'ai pas encore vu assez. Du coup, je me pose la question, Apollo, ça a l'air super, effectivement, parce qu'ils implémentent la possibilité de proposer une réponse optimiste. Est-ce qu'il existe d'autres librairies, peut-être, par exemple, pour s'adapter à d'autres technos? Alors, premièrement, Apollo n'est pas 100% lié à React. On peut utiliser Apollo si vous faites du GraphQL. Donc, Apollo, c'est une librairie GraphQL. Si vous faites du GraphQL, on peut utiliser Apollo maintenant avec d'autres frameworks, ou même aucun framework que JavaScript. Concernant les librairies REST, j'en ai pas utilisé. Après, c'est pas très compliqué à faire, donc je pense qu'il y en a. Le plus compliqué à faire, en fait, c'est la gestion du cache. Et vraiment la gestion du cache et de la normalisation. Et par contre, si vous faites pas du GraphQL, restez pour la présentation d'Adrien. Je vais vous donner une définition de l'optimistic UI tout de suite, parce que je vais d'abord vous donner une définition d'une single page app. C'est ce qu'on développe en fait en tant que... Oui.
Là, comme ça? Ah oui, c'est mieux. Putain, je m'entends mieux, pardon. Et donc, du coup, une définition d'une single page app, c'est en fait c'est une UI, un interface graphique, qu'on connecte à un state, et ce state, il évolue selon des actions utilisateurs. Et l'optimistic UI, c'est savoir en fait quand est-ce qu'on fait évoluer ce state. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, ce qu'on a fait du coup chez Allociné. Donc, un peu de contexte. Bon, Allociné, je pense que vous connaissez, normalement. Ce dont on va parler, c'est cette partie qui est en bas. Grosso modo, chez Allociné, bon, du coup, on a plein de ce qu'on appelle des entités, pour faire un peu générique. C'est des films, des séries, des saisons, des épisodes. Et sur ces entités, on peut mener des actions sociales. Le cas le plus simple, c'est noter un film. Vous pouvez le marquer comme envie de voir, donc le bouton qui est au milieu, là, qui est grisé. Vous pouvez rédiger une critique, mais aussi, par exemple, sur un épisode, vous pouvez dire que vous l'avez vu. Sur une personnalité, vous pouvez dire que vous êtes fan, ce genre de choses. Donc on a toute une API, en fait, qu'on appelle l'API sociale, qui permet de mener ces actions sur différents types d'entités. Il faut savoir qu'Allociné, c'est un vieux site, comme vous le savez sûrement. Le code que vous voyez là, il n'est pas aussi vieux que le site quand même, mais bon, il a quand même quelques années. On a attaqué une refacto quand j'étais pas encore chez Allociné, en 2015, si je dis pas de bêtises, non 2013. Enfin bref, du coup une refacto, backend PHP Symfony, rendu du DOM côté serveur en Twig, langage de templating assez classique, et toute la partie du coup connectée, elle est rendue du coup en React. React plus Redux. Et donc du coup, a été mis en place un state Redux qui a pas mal évolué suivant avec les demandes du produit, demander des nouvelles features, des machins comme ça, donc vous avez évolué le state Redux. Et grosso modo, cet été, le produit arrivait avec plein de nouvelles demandes pour le social, pour la partie sociale, et du coup je leur ai dit, bon bah les gars, ok, par contre on va nettoyer tout ça, parce que grosso modo c'est plus bon. Donc du coup, j'ai entrepris de tout mettre à plat, de vraiment tout remettre à plat, et je me suis dit, ça peut être le cas d'essayer de faire un peu d'optimistic UI. Et donc du coup, ce talk qui va être à la fois sur l'optimistic UI, mais aussi comment designer un state Redux pour permettre notamment l'optimistic UI, et si possible aussi permettre facilement des évolutions du métier. Donc, comme je disais, on va juste se concentrer sur la partie, pour faire simple, sur la partie donc, que j'appelle souvent user rating, qui est ce composant là en bas, qui permet de noter un film. Voilà, tac, touc, voilà. Et on peut supprimer le film. Donc, ce composant, il utilise les principes de Mystic UI, c'est-à-dire qu'il se met à jour avant que la requête n'ait répondu. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire niveau produit? Grosso modo, on veut pouvoir créer, modifier, supprimer une note sur un film. Tout simplement. C'est tout ce qu'on veut chercher à faire. Pour ça, et pour répondre à tous les autres problématiques de créer des actions sociales, supprimer des actions sociales, modifier des actions sociales sur des entités, j'ai mis en place un nouveau state Redux qui se divise en fait en deux parties, all et actions per entity. Je vais vous présenter ce que font les deux. Le plus important, c'est all en fait. All, c'est juste un dictionnaire de tous les objets qui sont utilisés par votre interface graphique React sur Allociné. Donc évidemment, vous trouvez les films, avec les informations qui peuvent être intéressantes au React, donc par exemple le title, la release date, si jamais vous voulez faire des choses particulières. Vous pouvez évidemment avoir plusieurs films, parce que du coup, bon, là, je vous ai donné l'exemple de la movie page, mais il y a des pages où on affiche plusieurs films, et du coup, avec plusieurs modules de notation, des choses comme ça, donc on peut avoir plusieurs films. L'idée, quand même, c'est que chaque film ait la même structure, donc vous pouvez utiliser TypeScript, par exemple, si jamais vous pouvez faire en sorte que vos entités elles répondent à une interface TypeScript, c'est quand même mieux. Ça vous permet d'être un peu plus serein quand vous allez passer ces entités à vos composants React en bas. Mais aussi, on va trouver du coup toutes les actions sociales. Alors pour information, opinion, c'est un mauvais terme, mais qu'on utilise en interne pour parler de la note, en fait. Donc du coup, vous verrez souvent opinion, c'est opinion, note et rating, c'est pareil, c'est la même chose. Donc là, typiquement, on voit que sur le film Forrest Gump, donc d'ID 10568, il existe une opinion de valeur 4. Et l'opinion, du coup, c'est un objet du coup côté serveur, donc elle a un identifiant. Et on peut avoir aussi d'autres actions sociales, donc le want to see, donc l'envie de voir dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, là, on voit que l'utilisateur, il a marqué en want to see le movie d'ID 93-93. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que
du coup, comme Maxence parlait de normalisation, c'est qu'en fait, l'objet all, le state all, il a des clés qui sont des ID d'objets, qui sont des ID absolument uniques. Donc typiquement, j'utilise un type movie, l'ID interne de la base de données, tout simplement. Et ensuite, le reste, c'est des références à ces types. Par exemple, à partir de l'opinion, je peux retrouver l'entité liée, related entity, mais je ne stocke pas évidemment le movie Forrest Gump, je dis simplement c'est le movie d'ID, machin. J'ai des concepts assez simples en fait, mais qui vont quand même pas mal faciliter les choses. Donc ça, du coup, c'est le state all qui est à la base de tout. Tous vos composants React, le seul endroit où ils vont les piocher de la vraie donnée, si vous voulez, le title d'un fil, par exemple, c'est dans all. Vous avez juste des références à ces ID, partout ailleurs. Et du coup, il existe un deuxième state qui s'appelle actions per entity, qui va me permettre, en fait, c'est une table de correspondance, tout simplement. En tant que développeur, j'ai besoin de récupérer toutes les actions sociales pour un film donné. Tout à l'heure, vous avez vu sur l'exemple, il y avait le user rating, il y avait le bouton want to see, il y avait le bouton rédiger la critique, ce genre de choses. Donc je pourrais le faire à partir de all, en crawlant systématiquement tout l'objet, c'est pas ouf. Mais du coup, je peux faire une table de correspondance. Pour le movie d'ID 10568, par exemple, bah, je sais que l'opinion liée, c'est l'opinion d'ID 13ZS34, et qu'il n'y a pas de want to see, donc du coup, want to see est null. Ce qui est important, c'est que c'est une table de correspondance qui est vraiment bête et méchante. C'est-à-dire que par exemple, là, sur le movie 22779, on n'a ni opinion ni want to see, mais il y a quand même l'objet qui est dans la table. Parce que comme ça, après, vous n'allez pas vous embêter de faire des... Alors, est-ce que mon machin, il est define, machin truc, vous en foutez. Vous savez que si dans le data all, vous avez un movie d'ID 22779, vous aurez un objet, une structure bien connue dans ActionsPer Entity. De la même façon, je vous encourage à utiliser TypeScript pour typer tout ce genre de choses. Genre là, par exemple, ActionsPer Entity, en fait, c'est un objet dont les clés sont des chaînes de caractères et dont les valeurs, c'est toujours un objet qui a une clé opinion et une clé want to see. Et les valeurs de ces clés, c'est soit une string, soit null, point barre. Si vous pouvez vérifier ça avec TypeScript, c'est cool parce que du coup, vous enlevez beaucoup de problèmes. Donc, comment on utilise rapidement tout ça? Parce que du coup, pour ceux qui ne font pas de Redux, le state, c'est un énorme objet qui va contenir l'état de votre application. Donc là, on a vu, en fait, c'est un peu une base de données, mais ça peut être aussi des choses, par exemple, si vous avez une modale, le state open, close, c'est des choses qui vont résider du coup dans cet énorme objet. Et cet énorme objet, vous allez en fait vous pouvez déjà le découper en sous-objets. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un objet all et un objet actions per entity. Et cet objet, en fait, vous allez pouvoir vous en servir pour hydrater vos composants React. C'est-à-dire que moi, par exemple, le composant de user rating, vous avez vu les étoiles, il s'attend à avoir en paramètre une opinion, un rating, mais la façon dont il le récupère, ça c'est à vous de le gérer en tant que développeur Redux. React, lui, il a juste besoin d'avoir une opinion. Et donc du coup, à un moment, il faut du coup connecter ce state à lui. Et ça, c'est ce qu'on fait du coup avec ce que je vais vous montrer là. Rapidement, donc du coup, le composant user rating, je vous dispense du JSX du code, mais c'est un composant qui prend en paramètre un objet opinion, tel que vous avez vu dans all, et un objet entity, tel que vous l'avez vu aussi dans all. Comment, du coup, il est lié au state? C'est avec ça, donc les utilisateurs Redux, vous connaissez la méthode connect. Connect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement, voilà, on va passer le state à user rating, et notez qu'il y a une fonction qui s'appelle map state to props, qui veut dire ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va prendre le state et elle va créer des props pour le composant React avec ça. Comment on l'utilise, composant, qu'on appelle du coup connected user rating, en fait simplement on lui passe un ID d'identité. Et du coup, normalement vous commencez à voir où je veux en venir. Map state to props, qu'est-ce qu'il fait? En fait, du coup, vous avez accès à l'identité sur ownProps, donc movie 10568. Vous avez accès au state, donc state.all, l'identité, vous récupérez tout votre movie, c'est bon, vous l'avez. Et pour l'opinion, du coup, ça se fait en deux temps, par contre. Du coup, vous utilisez votre table de correspondance actions per entity pour retrouver l'ID d'opinion associé à l'entité que vous essayez de représenter ici. Et ensuite, vous retournez dans all, c'est votre seule source de vérité, c'est ça qui est important, c'est votre seule source de vérité, pour récupérer l'objet opinion. Et ensuite, paf, vous passez les props. Vous le descendez en fait dans le composant, et du coup, après, le composant, lui, il fait sa tambouille. Il sait juste, vous avez un contrat avec lui, c'est ses props, qu'il a une opinion, qui peut être nul, si jamais il n'a pas noté le truc, une entité, qui ne peut pas être nulle, pour le coup, évidemment. Mais c'est tout. Après, le composant, moi, je ne vais vous pas parler de JSX, de trucs comme ça, on reste uniquement dans le state Redux.
Donc, petit récap jusque-là. Tout est disponible dans le hall, c'est vraiment le truc important. Et le reste du state fait uniquement référence, enfin le reste de l'application en général fait référence uniquement à des ID, sauf quand vous en avez besoin du coup d'aller récupérer genre le title du film, à ce moment-là vous allez dans All récupérer l'objet, mais c'est tout. Et du coup on a aussi en l'occurrence un découplage state composant qui est assez intéressant ici. Toute cette notion de actions, par entity, de all, de machin, user rating, le composant lui-même en soi il s'en fout. Ça va pas plus loin que le map state to props. Ça ne descend pas plus loin que le map state to props. Et ça c'est un gros avantage, c'est que vos composants user rating, typiquement, vous pouvez en servir sur d'autres choses. Chez Hallucini, on ne fait pas que du Redux, on fait aussi un peu d'Apollo dans d'autres trucs. On utilise le même composant user rating. Donc, on a une UI connectée. C'est cool, un state. Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, on fait des actions. Et du coup, l'action, c'est un concept qui est assez familier dans Redux. On envoie des actions pour modifier le state. Grosso modo, on a ce qu'on appelle des fonctions qu'on appelle des reducers qui vont écouter les actions qui sont dispatchées et essayer de renvoyer la nouvelle valeur du state, pour cette action. Donc, par exemple, si vous avez une action open modal, vous allez avoir un reducer qui stocke le statut close open de la modal. Il va regarder, il dit, tiens, on me demande d'ouvrir la modal, du coup je retourne la nouvelle valeur de state, et du coup elle va être open à true. Ou alors si c'est l'action close, elle va être open à false. Et donc du coup, ensuite, l'objet state est mis à jour par Redux, il repasse dans le map state to props, et vos composants sont à nouveau hydratés. Une chose qu'on ne fait pas chez Hallucini, on utilise Redux tel quel. On n'utilise pas des librairies en plus comme Saga, ce genre de choses. Je n'aime pas trop avoir trop de dépendance. Donc en fait, ce qu'on fait, quand on émet une requête Ajax, genre par exemple pour créer une note, il y a trois choses qui nous intéressent. Il y a l'émission de la requête, évidemment. Il y a quand ça réussit et quand ça foire. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dispatche 3 actions Redux pour ça. Request, success, failure. Exemple, create opinion request, create opinion success et create opinion failure. Tout simplement. Idem pour update et delete. Donc du coup, si vous êtes plutôt bon, 9 actions totales. Voilà. Donc, le petit mystique dans tout ça, grosso modo, ça revient à se brancher non pas sur la request success, qui elle va contenir la réponse de l'API disant j'ai bien créé ton opinion, j'ai bien mis à jour, et bien sur request. Pas sur success, mais sur request. Request qui est du coup l'action qui est mise au moment où vous lancez la requête. Donc au moment où l'utilisateur clique sur le bouton, il y a une action de dispatch qui est dispatchée qui s'appelle request. Quand l'API répond, c'est succès. Ou quand elle répond en erreur, c'est erreur qui est appelée. Et donc du coup, on va voir comment ça marche. Le cas le plus simple, c'est la mise à jour d'une note. La mise à jour d'une note, c'est l'objet opinion qui a une value qui est par exemple de 3, et du coup, il le met à jour. En dispatch, donc, du coup, on a une update opinion request, c'est bien, c'est bien le request qu'on utilise, et on lui passe en fait un payload. Donc ça, c'est les paramètres de l'action, pour ceux qui utilisent par Redux. Vous pouvez passer ce que vous voulez là-dedans, vous faites bien ce que votre tambouille, et du coup, moi, ce que je passe ici, c'est l'ID d'opinion. Donc là, ce qui est important, c'est que aussi, je passe uniquement des ID d'objets et pas les objets eux-mêmes, et en l'occurrence, le nouveau rating. Ensuite, il faut mettre à jour les deux reducers, actions per entity et all. Dans actions per entity, il n'y a rien à mettre à jour parce qu'en fait, c'est juste une relation entre une entité et des actions. Ici, c'est juste la valeur de l'opinion qui va être modifiée, mais l'opinion en soi, l'objet opinion existe déjà. Donc, il n'y a rien à faire. En revanche, dans all, on va simplement, c'est tout simple, on a accès à notre payload, donc du coup, new rating en l'occurrence. On est en train de mettre à jour le state.all, et donc du coup on va aller récupérer pour l'opinion ID qui nous est passé dans le payload, la value, on va la mettre à jour avec la nouvelle valeur. Et là déjà, du coup, vous avez déjà de l'optimistic UI. C'est-à-dire que le mec, il a cliqué pour mettre à jour son opinion, le state est mis à jour, Redux se charge de le passer par le même state to props, vos composants sont hydratés, et votre user rating, là, il a déjà l'information, le composant est à jour avec la nouvelle valeur de note. Update opinion, c'est le cas le plus simple, de loin, parce que du coup, c'est quand même assez rapide à faire. Création d'une note, c'est un petit peu plus compliqué, parce que du coup, comme vous avez vu, en fait, on manipule des objets qui ont des identifiants. Les identifiants, ils sortent pas de nulle part, c'est l'identifiant de la base de données. Sauf qu'ici, on n'est même pas encore dans le cas de la base de données, puisqu'on crée des objets ex nihilo, et on veut pouvoir hydrater notre interface graphique avec ça. Donc, on va travailler avec un objet
temporaire, on va créer un faux objet, on va feinter l'animal. Simplement, donc du coup, le payload, en fait, je lui rajoute ce qu'on appelle un transaction ID, enfin ce que j'ai appelé un transaction ID, c'est un peu pompeux, mais c'est un ID random, tout simplement. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le payload, donc là on est bien sur create opinion request, tout à l'heure on était sur update opinion request. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le payload, il est partagé il est partagé parmi les trois triplés d'actions. Donc request, success et failure, ils ont accès au même objet payload grâce à une closure. Donc du coup, c'est important pour plus tard. C'est-à-dire que le transaction ID, on y aura accès plus tard. Donc du coup, voilà, on a un petit transaction ID qui est un random. Du coup, on évite. Vous faites ce que vous voulez pour l'ID aléatoire. Moi, j'ai fait un entier négatif. Le but, c'est juste de ne pas avoir de collision. Donc, on a dispatché notre action avec un transaction ID, et du coup, maintenant, on va mettre à jour nos states dans le réduceur. Dans all, on crée simplement un objet, sorti de nulle part. Donc, du coup, avec la value, on utilise le transaction ID comme clé de l'objet, évidemment. Et la value, on lui passe du coup, la value, on l'a, parce qu'elle était donnée dans le payload, et on a aussi le relate identity. Donc, du coup, on a créé une opinion qui là, pareil, si vous utilisez TypeScript, c'est cool parce que du coup, vous pouvez être sûr que l'opinion que vous créez correspond bien au modèle que vous avez donné. Et dans Action Per Entity, tout simplement, notre entité, maintenant, notre entité, elle a une opinion qui lui est associée, donc il faut qu'on le traduise, pareil. Et voilà. Et donc là, du coup, maintenant, pareil, votre state, il est à jour. Redux rejoue map state to props. Ça descend dans les composants, et du coup, le mec, il a cliqué sur sa note, il la voit. Alors que pour l'instant, il n'y a rien qui est fait côté serveur. On est toujours sur les actions request qui, je vous dis, ces actions qui sont dispatchées au moment où on émet la requête, pas au moment où la requête revient. Alors juste penser du coup sur le success qui est l'action qui est dispatchée quand l'API retourne, il faut penser à nettoyer le truc, c'est-à-dire que le transaction ID c'est un faux ID, et quand l'API va vous répondre, il va dire j'ai bien créé l'opinion, et voilà l'ID. Donc pensez à mettre à jour aussi votre state sur success. Suppression d'une note, donc dernière action qu'on veut faire. Du coup, la sélection sur delete opinion request, et du coup, payload, simplement, l'ID de l'opinion à supprimer, l'entity ID qui est l'entité associée et ben là, tout simplement, du coup, dans actions per entity, on dit, pour l'entité d'ID machin, t'as plus d'opinion, donc on passe à nul. Et on va delete dans le state de all, dans le state de all, carrément supprimer l'objet. Et du coup, ça pareil, encore une fois, du coup, le mec qui clique sur supprimer sa note, elle est automatiquement supprimée. C'est cool, mais si ça marche pas, si jamais l'API elle foire, en fait. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on a supprimé l'information du state, on a delete un objet. Donc du coup, on est un peu bloqué. Moi, ce que j'ai fait sur des avions, j'ai essayé de rollbacker, en fait, d'essayer de rollbacker le state. Sauf que quand on supprime quelque chose, on ne peut pas trop rollbacker. Donc du coup, dans cette deuxième et dernière partie de la présentation, on va juste voir sur ces trois create, update, delete, comment on fait moi en l'occurrence j'ai fait pour rollbacker en cas d'erreur. Donc rappelez-vous, en cas d'erreur, c'est le dispatch, on va dispatcher create opinion failure. Du coup, je reprends juste, ça va être échec de la mise à jour d'une note, échec de la création, échec de la suppression d'une note. Et après, ça sera terminé. Alors, en fait, simplement, pour rollbacker la note, il aurait fallu sauvegarder l'ancienne valeur, tout simplement. Donc du coup, le payload qui, rappelez-vous, est partagé entre request, success et failure, moi, au moment où j'émets la requête, je lui dis, l'ancienne valeur, c'était 3. Comme ça, au moment où je me mets en failure, update opinion failure, j'ai juste à rollbacker, en fait, j'ai lancé une valeur. Du coup, je peux le rollbacker, ça, c'est pas un problème. Échec de la création d'une note. Donc, rappelez-vous, c'est l'histoire de transaction ID, avec l'ID temporel. On a juste un objet, on a créé un objet dans notre state qui ne correspond à rien côté serveur. Et on sait aujourd'hui qu'il ne correspond jamais à rien. Du coup, on a simplement le delete. Il ne sert plus à rien, littéralement. Et pareil, évidemment, il faut aller dans le actions per entity pour dire, en fait, ton entité, elle n'avait pas d'opinion. Elle n'avait pas d'opinion associée. Échec de la suppression. Donc ça, c'était pour le truc un peu plus différent. L'idée, ça aurait été, au moment de la request, de ne pas supprimer l'objet opinion en tant que tel, pour pouvoir ensuite le rollback. Donc là, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est simplement que sur le delete opinion request, je dis simplement l'opinion, je vais aller modifier dans all, je dis juste ton opinion là, elle est flaguée comme deleted.
c'est un truc. Ça marche bien, c'est un truc. Le gros point qu'il faut noter, c'est que là, du coup, il faut aller modifier le map state to props, parce que si vous vous rappelez dans map state to props, on va récupérer l'objet d'opinion et on le passe tel quel au composant. Donc là, du coup, on nous passera un opinion au composant et du coup, il continuera à l'afficher. Donc du coup, il faut bien lui dire, attention, je te passe l'opinion uniquement si elle n'est pas flaguée isDelete. Concrètement, en prod, j'ai un helper qui fait ça, un helper qui fait getOpinion for entity. Je lui passe le state en param, l'entity ID, et il fait toute cette tambouille, comme ça me permet à tous mes composants qui ont cette logique, le one-to-see button, il a la même logique, ce genre de choses, il gère. Ça permet de partager cette connaissance. Donc voilà, là je voulais expliciter ici. Et donc du coup, rollbacker, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est juste on repasse à isDeleted à false, tout simplement. Donc voilà, c'est tout bête. Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire en fait, dans cette présentation, c'est que c'est vraiment la modélisation du state qui permet de mettre en place OptimisQI. Ce que disait Maxence tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on ne peut pas le faire sur de l'existant. Là, moi, j'ai profité d'une purification par le feu du state redux pour pouvoir faire un truc un petit peu plus propre, plus future-proof aussi. Et du coup, ça m'a permis de faire domestique. J'en fais un peu naïvement parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est simplement que je rollback le state. Malheureusement, je ne préviens pas l'utilisateur en lui disant hey, Jean-Mi, ta note, elle n'a pas été créée ou je sais pas quoi. Ça se reviendra dans une deuxième étape, si j'ai le temps. Mais voilà, donc c'est vraiment la modélisation du state. C'est très très important de bien modéliser votre state. Et du coup, la normalisation du state, c'est hyper important parce que vous voyez, il y a un seul endroit où sont stockés les objets et du coup, les mises à jour sont quand même assez simples ensuite à faire. Il y a des cas plus simples de gestion, parce que là, du coup, on essaie de rollbacker un état, un objet qui a plusieurs états possibles, la note, mais par exemple, l'envie de voir, c'est juste un booléen, c'est on-off. Donc du coup, rollbacker un état binaire, vous n'avez pas besoin de sauvegarder l'ancienne valeur de machin, de truc. Déjà, vous n'avez pas de notion d'update, vous avez juste du create, du delete. C'est un peu plus simple à gérer, mais c'est jamais aussi simple que l'on l'imagine. Par exemple, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, vous l'avez peut-être vu sur l'interface graphique. Quand j'avais une note, le one-to-see était désactivé. Parce qu'en fait, on a des contraintes métiers, et ça, je vais insister là-dessus, qui disent que, par exemple, quand vous avez noté un film, vous ne pouvez pas le marquer en envie de voir, qui obéit quand même à une certaine logique. Et quand un film est en envie de voir, pareil, vous ne pouvez pas en même temps avoir une note. Donc, grosso modo, ce qui se passe, c'est que l'API va refuser de créer un one-to-see quand vous avez une opinion sur l'objet, et quand vous créez une opinion sur un film que vous avez one-to-see, on supprime le one-to-see. C'est grosso modo, vous avez marqué le film, je sais pas, un film qui sort la semaine prochaine, je sais pas, vous avez mis en one-to-see, vous êtes allé le voir, vous mettez la note, ça se met à jour tout seul. Donc du coup, il y a des relations métiers qui rentrent en jeu là, et qui vont rendre l'OptimisQI un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Donc du coup, il faut quand même, voilà, c'est jamais hyper simple. On n'échappe jamais à quelques tricks, genre le flag isDeleted par exemple, ce genre de truc. Bon voilà, c'est un peu de la bricole, mais ça permet d'avoir une interface quand même plus réactive. Et du coup, c'est pas mal de cas par cas. C'est-à-dire que si à un moment les contraintes métiers elles évoluent, par exemple la contrainte que je vous expliquais sur le one-to-see versus opinion, si elle évolue, ça va simplifier ou complexifier la mise en place d'une optimistic UI, voire la rendre complètement impossible, ce genre de choses. Donc le mot que je voudrais, sur lequel je voudrais finir cette présentation, c'est l'optimistic UI, c'est utiliser avec discernement. Vous ne pouvez pas tout passer en optimistic UI. Ça a des conséquences quand même aussi sur votre code, ça le rend plus ou moins maintenable, donc il faut faire attention. Voilà, c'est grosso modo ce que je voulais vous dire. Mais c'est quand même très cool. Du coup, ça rend bien en fait quand vous cliquez, ça marche tout de suite. Donc c'est quand même très satisfaisant. Voilà, j'ai terminé pour moi. Donc si vous avez des questions, merci d'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions. Oui, je voulais savoir si tu avais déjà rencontré des cas des race conditions, un peu. Par exemple, si l'utilisateur clique très vite, que par exemple tu dois créer une note, et qu'ensuite il reclique avant la réponse du serveur, et donc théoriquement il faudrait que tu mettes à jour la note, mais en fait concrètement tu vas recréer la note. Est-ce que tu as déjà eu ça? J'ai fait un peu l'autruche là-dessus. Je me suis pas trop fait la tête parce qu'effectivement il y a un problème. Par exemple sur le transaction ID, quand je crée une note ex nihilo, le transaction ID, du coup il y a un temps où le moment où la requête est émise et le serveur me répond, j'ai dans mon state une opinion
avec un ID qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mec peut essayer de l'update, et du coup, je l'ai envoyé au serveur, genre, je sais pas si l'ID de random c'était moins 3500, bah, j'ai envoyé au serveur, dire, bah, mets à jour l'opinion d'ID de moins 3500. Ça, du coup, ça va pas marcher. Donc, du coup, il y a quand même, voilà, il y a beaucoup de cas qui sont quand même pas gérés, et en fait, vous pouvez augmenter la complexité de ce genre de choses quasiment à l'infini. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Moi, c'est qu'avant, en fait, on n'avait rien du tout. C'est même pas de loading stack, c'est que tu cliquais. Si tu t'enlevais ta souris, bah, les étoiles se barraient, puis quand l'API répondait, tu avais l'output qui s'affichait. Donc du coup, c'est quand même un gars, mais effectivement, il y a beaucoup de choses encore à voir, ce genre de choses. Et du coup, ça complexifie d'autant plus la gestion de tout ça. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser si les futurs et présents pour rollback le state? Il y a des libres, mais je sais pas. Oui, alors c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais en fait, là, ce que je vais présenter, c'est ma solution à moi. Il y a plein d'autres solutions, donc notamment pour rollback un state. Alors, future, présent, je ne connais pas forcément, mais je pensais forcément au pattern undo redo, par exemple. C'est ça, d'accord. Okay. Donc, du coup, qui permet effectivement de undo redo un state. J'avais commencé à regarder, puis j'ai vu que ça commençait à faire un peu une usine à gaz. Je me suis dit que c'était peut-être plus simple de faire ce que je veux faire. Mais voilà, effectivement, quand j'ai dit que c'est du cas par cas, c'est littéralement du cas par cas. C'est vrai que vous, pour votre solution, ça pourrait tout à fait marcher. Moi, dans mon cas, ça marche plus trop. Je sais plus pourquoi. Ça me plaisait pas. Enfin, ça faisait beaucoup d'emmerdes. Je sais plus trop quoi. Mais du coup, je l'avais pas utilisé. Voilà. C'est générique. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Bah, après, le problème, c'est qu'en fait, c'est ça. Oui. En fait, tu faisais un snapshot de ton state. Et le problème, c'est que ton state, en fait, il peut, entre le moment où tu fais un snapshot de ton state, parce que genre, tu as lancé une création de notes, et avant, tu veux le rollback, sauf qu'entre-temps, tu peux avoir d'autres actions qui ont modifié ton state. Genre, je sais pas, une autre création d'opinion, par exemple, sur autre chose. Et du coup, quand tu vas rollback, il faut savoir à quel point tu veux rollback. Donc du coup, ça crée plus de problèmes que de solutions, et du coup, c'est pour ça que je n'avais pas utilisé ça. Voilà. D'autres questions? Merci pour la présentation. Parce que là, il y a un bon niveau de satisfaction de ta part, je sens que c'est bon. Est-ce que vous avez testé ça auprès de l'utilisateur dans des processus de design qu'on pourrait avoir dans ce genre de cas? Non. Alors chez Halluciné, c'est un site qui est quand même très très utilisé, mais on est quand même une petite équipe. On a juste 2 personnes à la QA. Le produit, ils sont aussi assez limités en nombre, et donc du coup, on fait pas d'A/B testing, ce genre de choses. Donc c'est quand même ça reste quand même très artisanal, hein, Halluciné. C'est quand même une assez petite équipe, malgré pour le site que ça représente. Si on est 20 devs, c'est le bout du monde, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, non, on n'a pas fait de trucs comme ça. Très honnêtement, ça je vais passer en scred, en fait, je n'ai même pas prévu le produit. Donc,